Cette section, on va parler d'un résultat qui est relativement théorique, mais qui est non seulement absolument fondamental dans l'étude de la convergence uniforme, et d'autre part, c'est en grande partie cette propriété, donc ce qu'on appelle le critère de Cauchy uniforme, qui va permettre de démontrer les gros théorèmes, c'est-à-dire les théorèmes qui nous disent que la convergence uniforme préserve justement les propriétés qu'on n'avait pas seulement avec la convergence simple. Donc, dans une première lecture, cette section sur le critère de Cauchy uniforme, ce dont je m'apprête à parler, peut être passée et c'est la partie du cours où il y a le plus de epsilon, et y compris d'ailleurs dans les preuves qui vont suivre pour, encore une fois, les théorèmes de préservation de propriétés importantes. Donc, en introduction quand même à cette partie un peu plus théorique sur le critère de Cauchy uniforme, donc je répète que ce critère, en fait, il sert à démontrer les gros théorèmes plus qu'à résoudre des exercices entre guillemets pratiques où vraiment on va étudier des séries de fonctions, regarder la continuité, des choses comme ça. C'est de faire le parallèle avec ce que vous pouvez faire, ce que vous avez fait en analyse réelle. En analyse réelle, vous aviez ce résultat-là suivant. Alors je vais commencer par peut-être, en analyse réelle, vous avez vu qu'une suite xn converge. Vous avez dit qu'une suite xn converge si quelque chose se passe, et bien si il existe, dire que xn converge, c'est dire il existe x appartenant à R. Alors, je parle d'une suite ici à valeur réelle. C'est il existe x appartenant à R tel que, pour tout epsilon strictement positif, il existe n0 appartenant à n, tel que pour tout n, alors je vais mettre un n epsilon ici pour insister sur la dépendance par rapport à epsilon, pour tout n plus grand que n epsilon, xn moins x est plus petit que epsilon en valeur absolue. Et vous avez pu voir sur les suites numériques qu'un des défauts de cette définition de convergence, c'est qu'il faut avoir une idée a priori de ce qu'est la limite de la suite. Et donc, si vous ne savez pas a priori quelle est la limite de la suite, c'est difficile de démontrer qu'elle converge. Voilà. Alors pour ça, pour contrer un petit peu cette situation-là, vous aviez un résultat que vous utilisiez souvent qui est le fait qu'une suite croissante et majorée converge. Donc ça, c'est une situation où vous pouvez, sans connaître la limite de la suite a priori, montrer la convergence. Vous aviez une autre situation très importante qui est le cas des suites de Cauchy. C'est-à-dire le fait qu'une suite est de... Donc, on dit que xn est de Cauchy si, je le rappelle, la définition, pour tout epsilon strictement positif, il existe n epsilon appartenant à n, tel que pour tout n plus grand que n epsilon, pour tout p entier naturel, xn plus p moins xn est plus petit que epsilon. Donc les suites de Cauchy, l'idée c'est de dire que des termes consécutifs de la suite, pour peu qu'on ait suffisamment entendu, eh bien ils sont arbitrairement proches. Quel que soit l'epsilon qu'on se donne, si on attend suffisamment, les termes consécutifs de la suite, même si n plus p et n sont éloignés, même si p peut être grand, dès que n est grand, donc dès qu'on est en train de regarder des xm moins xn pour m et n grand, eh bien ces écarts-là sont petits. Bon, et donc le gros résultat que vous avez vu sur R et que vous l'avez vu normalement aussi sur C, c'est que, je vais ici mettre K, K c'est R ou C. Vous avez vu, donc, dans ce cas-ci, si K est égal à C, ça c'est le module, et vous avez vu le résultat suivant qui est que xn converge si et seulement si et seulement si elle est de Cauchy. Et ce que vous avez vu, c'est que le sens qui était facile à démontrer, c'est que si xn converge, alors elle est de Cauchy. Ça, c'était facile. Et ça, on ne vous l'avait même pas démontré. On vous a dit c'est une propriété de R ou de C qui est très importante. Donc ça, en tout cas, c'est difficile ou ce n'est pas du tout une évidence. Et pourquoi je commence par parler des suites de Cauchy dans cette situation de suite réelle ou complexe, c'est que maintenant, rappelez-vous que nous, on a un nouvel espace dans lequel on regarde des suites. C'est non plus l'espace R ou C, mais c'est l'espace des fonctions définies sur R ou C, à valeur dans R ou C. Des fonctions bornées, pardon. Donc eux, je vous rappelle, pour cette notation-là, c'est des fonctions de D dans K bornées. Donc vous voyez que très naturellement, on pourrait se dire, tiens, est-ce qu'on ne peut pas donner la même chose, donc
on peut se demander quand est-ce que Fn converge dans E. Ça, on a vu que dire que Fn converge dans E, c'est exactement dire que Fn converge uniformément vers F, puisque ici, on avait, au lieu de la valeur absolue ou du module, on avait la norme infinie de Fn en F. Donc je vous rappelle que ça, c'était exactement dire que Fn converge uniformément vers F. Donc converger dans E, c'est exactement la convergence uniforme. Et donc on pourrait aussi définir une notion de ce que c'est qu'une suite de Cauchy. Fn, une suite de Cauchy, c'est même chose qu'ici, sauf qu'ici je mets la norme infinie Fn plus P moins Fn. Et donc même chose, on va voir que c'est très facile de vérifier que Fn converge. Donc en fait ici ça veut dire Fn CV converge uniformément, si et seulement si elle est de Cauchy. Alors on va voir que dans ce sens-là c'est facile, et dans l'autre sens, on va le démontrer. Et c'est l'autre sens qui est intéressant, parce que justement l'autre senge, comme pour les suites réelles ou complexes, nous dit que si on a une suite qui est de Cauchy, et comme j'ai insisté là-dessus tout à l'heure, dire qu'une suite est de Cauchy ne fait pas intervenir sa limite, donc on n'a pas besoin a priori de connaître sa limite, et bien si elle est de Cauchy, alors elle converge. Donc ça, dans votre cours de topologie de troisième année de licence, vous donnerez un nom aux espaces qui satisfont cette propriété. Vous aurez toujours qu'une si une suite converge, alors elle est de Cauchy, la réciproque ne sera pas toujours vraie, et lorsqu'elle sera vraie, vous direz que l'espace est complet. Donc en fait, ce qu'on s'apprête à démontrer, c'est que l'ensemble E ici, muni de cette norme, muni cette manière de mesurer les distances entre les objets de cet ensemble, c'est un espace complet. Donc ne retenez pas ces notions, mais voilà, sachez-le, vous allez avoir une sorte de généralisation de cette approche. Et donc nous, on va démontrer, alors une définition pour commencer. Donc on se donne Fn une suite d'éléments de E. Donc Fn une suite d'éléments de E, et ce qu'on va dire, c'est qu'on va donner un nom à ce que c'est qu'une suite de Cauchy dans cet ensemble. Donc on dit que Fn satisfait le critère de Cauchy uniforme. De Cauchy uniforme si, eh bien si quoi? Si cette chose-là. Okay, donc c'est ça la définition d'une suite de fonctions bornées dans E qui satisfait le critère de Cauchy uniforme. C'est précisément ce que j'ai écrit là. Ok. Et donc, comme je le disais, tout l'intérêt, c'est qu'on a un théorème qui nous dit que, si une suite satisfait le critère de Cauchy uniforme, donc satisfait ceci, alors nécessairement, elle converge uniformément vers une certaine fonction. Donc, théorème. Alors, en fait, c'est même une équivalence. Ce qui est important, comme je le dis, c'est le sens difficile. Parce que c'est celui-là qu'on utilise en pratique, mais c'est une équivalence. Fn, donc une suite d'éléments de E satisfait le critère de Cauchy uniforme si et seulement si, il existe F appartenant à E tel que Fn CVU vers F sur D, bien sûr. Ici, à chaque fois, on est en train de regarder les fonctions sur D. Ok, et donc on va démontrer ce théorème. Alors, je vais garder ça, ça va me servir. On va d'abord démontrer le sens facile. Le sens facile, c'est la convergence implique le fait d'être de Cauchy. Donc on va démontrer ce sens-là. Donc si Fn CVU vers F
vers une certaine fonction f sur E, eh bien, qu'est-ce que je peux faire? Donc, c'est ce que je suppose. Alors, on suppose que... Et ce qu'on veut démontrer, c'est que Fn satisfait le critère de Cauchy uniforme, c'est-à-dire précisément ceci, par définition. Donc, comment on va faire ça? Je vais utiliser, donc je vais montrer un truc qui est vrai pour tout epsilon strictement positif. Donc je me donne epsilon strictement positif, soit epsilon strictement positif. Et je vais utiliser le fait que Fn c'est Vu vers F sur E. Autrement dit, il existe n epsilon appartenant à n, tel que pour tout n plus grand que n epsilon. Je vous rappelle que la convergence uniforme de Fn vers F, c'est dire que la norme infinie de Fn moins F tend vers 0, et c'est équivalent à ce que je m'apprête à écrire, je l'avais rappelé tout à l'heure, tel que Fn moins F infini est plus petit que epsilon. Alors ici, comme on s'apprête à faire une inégalité triangulaire, comme on va le voir, je vais mettre epsilon sur 2. Quel que soit le truc strictement positif que je me donne, il existe un rang à partir duquel cette quantité-là est strictement plus petite que ça. Donc j'applique ça pour epsilon sur 2. Et moi, ce que je veux montrer, c'est ça, avec epsilon ici. Donc allons-y. Hein. Pour tout n plus grand que ce n epsilon et pour tout p appartenant à n, moi je vais essayer de majorer la norme infinie de Fn plus p moins Fn par epsilon. Je vais faire un coup d'inégalité triangulaire. Donc Fn plus p moins Fn en norme infinie. Bien sûr, ce que je vais faire apparaître, c'est des trucs de la forme f à un certain indice, la suite de fonctions, moins f, puisque c'est sur ces quantités-là que j'ai de l'information. Donc ça, je peux écrire que c'est la norme infinie de Fn plus p moins Fn. Alors, pardon. Donc je vais faire apparaître f ici. Hein. Donc je vais écrire cette quantité-là comme Fn plus p moins f plus f moins Fn. Je n'ai pas d'informations sur l'écart de Fn plus p à Fn, mais j'ai des informations sur les écarts de Fn à f pour des entiers n plus grands que n epsilon. Donc ici, j'ai la norme infinie de la somme de deux termes, et ça par l'inégalité triangulaire, qui est une des propriétés de la norme infinie. Ça, c'est plus petit que la norme de l'un plus la norme de l'autre, c'est-à-dire la norme de Fn plus p moins f infini plus la norme de Fn moins f infini. La norme ici, normalement, je dois avoir la norme de f moins fn, mais la norme de moins d'un vecteur ou d'une fonction, ici, c'est pareil que la norme de moins cette fonction, hein, puisque je vous rappelle que si je calcule la norme de moins f, c'est pareil que la valeur absolue de moins 1 ou le module de moins 1 fois la norme de f infini. Donc ce n'est pas trop une surprise, la taille d'un vecteur ou la taille d'une fonction telle que mesurée par cette norme, c'est la taille de moins un vecteur ou moins une fonction, c'est pareil que la taille du vecteur lui-même. Ok, donc là, j'ai la norme de f moins fn infini, et ça c'est pareil que la norme de fn moins f infini, grâce à cette propriété évidente. Ça fait juste ça. Ok, maintenant c'est fini, pourquoi? Parce que comme j'ai pris n plus grand que n epsilon, l'entier n plus p, c'est un entier auquel, c'est n auquel j'ai ajouté un entier positif, donc ça, c'est f d'un entier plus grand que n epsilon, c'est f indice un entier plus grand que n epsilon moins f infini, et donc je peux utiliser cette inégalité-là. Donc ça, c'est plus petit que epsilon. Alors sur 2, par exemple, parce que j'ai epsilon sur 2 ici, et puis lui, c'est aussi plus petit que epsilon sur 2, parce que n est plus grand que n epsilon. Et donc finalement, cet objet-là est bien plus petit que epsilon, et c'est exactement ce qu'il fallait que je démontre. Hein. C'était ça, satisfaire le critère de Cauchy uniforme. Voilà, donc c'est le sens facile au sens où vous voyez que en 3 lignes ou 4 lignes, j'ai démontré que si j'ai la convergence uniforme vers f d'une fonction f, pardon, c'est pas sur E sur D bien sûr, hein. Les fonctions sont définies sur D, eh bien la fonction fn, la suite de fonctions fn satisfait le critère de Cauchy uniforme. Okay. Maintenant, on va faire le sens plus difficile, et le sens qui est utile en pratique, c'est que si on satisfait le critère de Cauchy uniforme, alors forcément, on converge uniformément vers un certain f. Okay, donc allons-y pour démontrer ça. La preuve est un petit peu plus difficile.
Donc je suppose que Fn satisfait le critère de Cauchy uniforme, hein, ce que j'ai effacé, c'est-à-dire ça. Soit Fn satisfaisant le critère de Cauchy uniforme. Ok. Et moi, je veux montrer que Fn converge uniformément vers une certaine fonction f. Mais bien sûr, la difficulté, c'est qu'à ce stade, je ne sais même pas quelle est la limite. Je dois tout démontrer qu'il existe une limite vers laquelle Fn converge. C'est-à-dire hein, au sens de la convergence uniforme. Donc comme on l'a vu à plusieurs reprises, si on veut montrer que Fn converge uniformément vers une fonction f, on va commencer par essayer de montrer qu'elle converge simplement vers une fonction f. Ça nous donnera un candidat. Okay, donc on va commencer par faire ça. Alors, je vais écrire je vais réécrire ce que ça signifie que le critère de Cauchy uniforme. Donc pour tout epsilon strictement positif, il existe un rang à partir duquel, pour tout epsilon strictement positif, pour tout n plus grand que n epsilon, pour tout p appartenant à n, eh bien on a Fn plus p de x. Alors la norme infinie de Fn plus p moins Fn, qui est plus petite que epsilon. Et ça, comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises, c'est exactement pareil, exactement la même chose que de dire que pour tout x appartenant à D, Fn plus p de x moins Fn de x est strictement inférieur à epsilon. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que, comme je vous le disais, je vais essayer de faire de la convergence simple à ce stade. Je me demande si je ne peux pas dire que pour un x fixé, Fn de x doit converger. Et c'est ça que je vais appeler f de x. Bon, et bien, ici, comme ça c'est vrai pour n'importe quel x appartenant à D, je vais écrire cette série de quantificateurs, mais pour un x0 fixé. Et voir un petit peu ce que ça signifie. Donc, pour x0 appartenant à D fixé, si je réécris cette série de quantificateurs, mais avec x0 ici, hein, c'est vrai, tout ça c'est vrai pour tout x appartenant à D, donc c'est bien sûr vrai en particulier pour un x0 donné. Pour tout epsilon strictement positif, il existe n epsilon appartenant à n, tel que pour tout n plus grand que n epsilon, pour tout p appartenant à n, on a Fn plus p de x 0 moins Fn de x0 plus petit que epsilon. Donc j'ai réécrit exactement ça, sauf que je me suis concentré uniquement sur un certain x0 qui m'intéresse. Alors ça, il faut prendre un moment de recul devant cette série de quantificateurs et constater que ça, c'est précisément écrire qu'une certaine suite est de Cauchy. Si on note momentanément un égale Fn de x0, qu'est-ce que je viens d'écrire? Je viens d'écrire que pour tout epsilon strictement positif, il existe un rang à partir duquel, tel que pour tout n plus grand que n epsilon, pour tout p appartenant à n, un plus p moins un, en valeur absolue ou en module, est strictement inférieur à epsilon. Autrement dit, cette suite un est de Cauchy. Donc si je définis cette suite-là, eh bien je viens de montrer que un est de Cauchy. Alors ici, si k est égal à R, elle est de Cauchy dans R. Si k est égal à C, elle est de Cauchy dans C. Et vous savez, par votre cours d'analyse, c'est une propriété que vous avez admise, mais c'est une propriété fondamentale de R et de C, un est de Cauchy, dans K. Donc, elles convergent. Donc, un converge. Bon, et bien sûr, cette limite, elle dépend de x0. Pour chaque x0 fixé, j'ai une certaine suite un, c'est à chaque fois une suite différente, et donc je peux noter, la limite va dépendre de x0, et je vais bien sûr l'appeler f de x0. Comme ça, j'ai mon candidat sous la main de ce que peut être la limite uniforme de Fn. Donc on note f
de x0 sa limite. Et comme ce que je viens d'écrire me dit que un tend vers f de x0, hein, on a donc fn de x, hein, et ce, je vais l'écrire comme ça, et ce pour tout x0 appartenant à D. On a donc fn de x tend vers f de x pour tout x appartenant à D. Donc vous voyez ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la suite de fonctions fn converge simplement vers f. Hein, fn CVS vers f sur D. C'est exactement ça. Donc voilà, j'ai fait un premier pas. Moi, je vais montrer que fn converge uniformément vers une certaine limite sur D. J'ai fait deux choses très importantes. J'ai trouvé un candidat pour la limite, petit f, et puis j'ai démontré que fn converge simplement vers ce petit f. Il me reste à montrer que fn converge uniformément vers ce petit f. Ok, donc allons-y pour ça. Donc ce que je vais écrire, c'est, je vais en fait réécrire ce qu'on avait juste avant. Donc, pour tout epsilon strictement positif, pour tout, il existe n epsilon appartenant à n, tel que pour tout n plus grand que n epsilon, pour tout p appartenant à n, eh bien j'ai fn plus p de x. Rappelez-vous qu'on avait pour tout x appartenant à D, fn plus p de x moins f de x, qui est plus petit que epsilon. Fn plus p de x moins fn de x plus petit que epsilon. On a vu que ça, je vous rappelle, on l'a vu plusieurs fois, c'est exactement équivalent à dire que la norme infinie de fn plus p moins fn est plus petite que epsilon. Et donc, vous voyez que ça, comme c'est vrai pour n'importe quel p appartenant à n, je peux faire tendre p vers plus l'infini. Donc si je regarde simplement le fait que ça, c'est vrai pour tout p appartenant à n, je peux faire tendre p vers plus l'infini. J'ai le droit, hein, puisque cet objet-là admet une limite. Donc, quand p tend vers plus l'infini, on obtient, quand p tend vers plus l'infini, ici j'ai une suite dont je sais que quand son indice tend vers l'infini, elle tend vers f de x. Donc on obtient quoi? Je réécris tout ça, mais j'ai fait tendre p vers plus l'infini. J'obtiens le fait qu'il existe n epsilon appartenant à n, tel que pour tout n plus grand que n epsilon, pour tout x appartenant à D, eh bien fn, alors ici, la limite de cet objet-là, c'est f de x, f moins fn de x est plus petit que epsilon. Mais là, j'ai fini, hein, parce que ça, c'est f de x, bien sûr. Ça, c'est rien d'autre que dire ceci, là, c'est exactement pareil que de dire que la norme infinie de fn moins f est plus petite que epsilon. Je vous rappelle que ça, c'est le sup des valeurs absolues de fn de x moins f de x. Et donc là, dire ça, c'est dire que epsilon est un majorant de cet ensemble. Donc c'est exactement dire que epsilon est plus grand que le sup. C'est un majorant strict. Et donc vous voyez là, on vient de me montrer ce qu'on voulait, c'est-à-dire que fn, donc exactement cette série d'équivalents de quantificateurs, ça suivi de ça, c'est exactement dire que fn CVU vers f sur D. Et c'est ça qu'on voulait montrer. Donc, on a fini la preuve. Alors, à un petit détail près, je vais juste vous faire la remarque, ça se démontrerait facilement à partir de tout ce qu'on a écrit, c'est le fait que la fonction f est bornée. F est un élément de E. Ce n'est pas évident a priori. Toutes les fonctions fn sont bornées. Pourquoi la fonction f l'est-elle aussi? Ça, c'est pas vrai s'il y a seulement la convergence simple. Le fait qu'il y ait convergence uniforme, ça l'assure. En fait, c'est d'une certaine manière un résultat indépendant, hein, de cette proposition, qui est que quand on a une suite de fonctions qui convergent uniformément vers une certaine limite,
Si toutes les fonctions sont bornées, ce qui est ce qu'on a supposé ici, les fn sont E, alors la limite est aussi bornée. Donc ça se démontre vraiment facilement. Ici, par exemple, vous allez simplement écrire que, je vais peut-être l'écrire parce que ça prend vraiment une ligne. Donc on peut écrire ici simplement le fait que pour toute, par exemple, je vais utiliser cette série d'inégalités, par exemple pour epsilon égale 1. Il existe n epsilon appartenant à n, tel que pour tout n plus grand que n epsilon, la norme infinie de f moins fn est plus petite que epsilon. Pardon. Donc ici, epsilon égale 1, donc il existe un certain grand n, tel que pour tout n plus grand que grand n, f moins fn est plus petit que 1. Je pourrais pu prendre epsilon égale 37. Et donc de ça, j'en déduis quoi? J'en déduis que f moins fn, j'applique le fait que la norme infinie de f moins f petit n est plus petite que 1 strictement dès que n est plus grand que grand n, je prends n égale grand n. Donc j'ai f moins f grand n qui est inférieur à 1. Et donc qu'est-ce que je peux écrire alors simplement, en fait, ici, si on regarde bien, f grand n, c'est une fonction bornée. Elle est fixée, puisque j'ai fixé grand n. C'est une fonction bornée. Et donc, comme la différence de f et de cette fonction est bornée, en l'occurrence par 1, eh bien j'en déduis que f est borné. Vous pouvez l'écrire comme ça, pour tout x appartenant à D, f de x J'insiste sur le fait qu'on a conclu la preuve ici à ceci près qu'on n'a pas montré que f elle-même était bornée, c'est ce que j'explique ici rapidement. Pour tout x appartenant à D, je vais faire apparaître cette fonction, je sais qu'elle est bornée, c'est plus petit que f de x moins f grand n de x, plus f grand n de x. Et ça je sais que la norme infinie, c'est-à-dire le sup de telle quantité, est strictement inférieur à 1. Et puis ça, c'est toujours plus petit que la norme infinie de la fonction f indice grand n. Donc ça, c'est plus petit que 1 plus la norme infinie de f indice grand n. Et donc ça démontre que, vous voyez que ça démontre que f appartient à E. Pour tout x appartenant à D, j'ai démontré que f de x en valeur absolue ou en module est strictement inférieur qu'un certain nombre. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est un nombre ça. 37, 23. Ça, c'est un certain réel fixé. Ça, c'est le brave nombre 1. Et donc, f appartient à E. Donc, démontrer, ce que je termine ici, le fait que la fonction limite est elle-même un élément de E, c'est-à-dire que c'est une fonction bornée. Et ça vient de cette inégalité qu'on vient de démontrer. Donc, en résumé, on a démontré un résultat à ce stade qui paraît très théorique, mais dont on va voir l'utilité pour un certain nombre de théorèmes importants de ce cours, qui est que quand on a une suite de fonctions qui satisfait le critère de Cauchy uniforme, alors nécessairement, il existe une fonction vers laquelle elle converge uniformément. Donc c'est un résultat très fort. Je répète que cette section-là, vous pouvez, pour une première vision, première exposition au cours, la sauter éventuellement, parce que c'est un peu plus abstrait, un peu plus difficile, et vous en verrez un peu la puissance avec un peu plus de recul lorsque vous ferez votre cours de topologie de L3. Okay, donc maintenant, ça va nous permettre d'en venir à la démonstration des résultats dont on rêvait, c'est-à-dire le fait que la convergence uniforme, c'est la bonne notion de convergence pour préserver les propriétés qui sont vraies au niveau des Fn et qui le restent au niveau de la limite f. Et on va le faire pour un certain nombre de propriétés.